Peut-être les soirées passées à jouer du piano dans des bars de Chicago et d'ailleurs, des années durant, m'ont-elles conduit à penser que ceux qui faisaient ce travail sans prestige avaient autant d'importance pour une juste compréhension de l'art des créateurs des grands standards du jazz. Mon adolescence à Chicago, où les conceptions démocratiques de Louis Sullivan s'incarnaient dans les gratte-ciel d'un centre-ville que je ne me lassais pas d'explorer, et où l'Institute of Design de la Moholy-Nagy a permis au Bauhaus en exil de se vouer en plein Midwest à son idéal du beau métier dans l'art, cet environnement donc m'a peut-être conduit à accorder autant d'importance aux artisans qui interviennent dans la réalisation des œuvres d'art qu'aux concepteurs de ces œuvres. Mon tempérament indocile m'a peut-être porté à un anti-élitisme viscéral. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'une formation à la sociologie de l'école de Chicago acquise auprès d'Everett Hughes et de Herbert Blumer m'a incité à mettre en doute la description habituelle des objets d'étude de la sociologie. Tout cela a contribué à déterminer la démarche adaptée ici, toute différente de ce que l'on entend d'ordinaire par l'approche sociologique de l'art. J'ai considéré l'art comme un travail en m'intéressant plus aux formes de coopération mises en jeu par ceux qui réalisent des œuvres qu'aux œuvres elles-mêmes ou à leurs créateurs au sens traditionnel. Dès lors, il semblait normal de recourir à un mode d'analyse qu'avec beaucoup de confrères j'ai déjà appliqué à d'autres formes de travail qui s'inscrivent dans d'autres contextes. Cela revenait forcément à envisager l'art comme un travail peu différent des autres, et ceux que l'on appelle artistes comme des travailleurs peu différents des autres, singulièrement peu différents de ces autres travailleurs qui participent à la réalisation des œuvres d'art. L'idée de monde de l'art est le pivot de toute mon analyse. Chez les auteurs qui s'occupent de l'art, l'expression monde de l'art est une métaphore assez floue, par quoi ils désignent le plus souvent les personnalités en vue, dont les noms sont associés à des objets et manifestations qui ont les honneurs de la presse et atteignent des prix astronomiques. J'ai fait un usage plus technique pour désigner le réseau de tous ceux dont les activités coordonnées grâce à une connaissance commune des moyens conventionnels de travail concourent à la production des œuvres qui font précisément la notoriété du monde de l'art. Cette définition tautologique est à l'image de l'analyse menée ici. Il s'agit moins en effet d'élaborer une théorie sociologique de l'art selon quelques schémas logiques que d'examiner les possibilités offertes par la notion de monde de l'art pour une meilleure compréhension des modalités de production et de consommation des œuvres d'art. Chaque chapitre aborde cette idée sous un angle légèrement différent, évoque les principales caractéristiques des mondes de l'art, décrit à grands traits leur naissance et leur perpétuation, constate la façon dont leur fonctionnement influe sur la forme et le contenu des œuvres d'art, ou reformule des questions récurrentes dans les analyses des divers arts en tenant compte de tout ce qui précède. Je crois qu'en règle générale, et à la différence des sciences de la nature, les sciences sociales ne font pas de découvertes à proprement parler. La sociologie bien comprise vise plutôt à approfondir la compréhension de phénomènes que beaucoup connaissent déjà. Ce n'est pas ici le lieu de m'étendre sur cette question. Je dirais simplement que si mon analyse possède quelques qualités, elle ne la doit pas à la découverte de faits ou de rapports ignorés jusque-là. C'est plutôt le fruit d'un examen systématique de tout ce que suppose la notion de monde de l'art. L'idée de départ a beau sembler banale, bon nombre de ses corollaires ne le sont pas. Ainsi, il n'est pas très original d'affirmer que si tous ceux dont le travail contribue à l'achèvement de l'œuvre d'art ne jouent pas leur rôle, l'aspect définitif de cette œuvre s'en ressentira. Il est beaucoup moins évident d'en déduire que, dans ces circonstances, on a du mal à décider lequel de tous ses collaborateurs est le véritable artiste, les autres n'étant en somme que du personnel de renfort. Comme j'ai concentré l'analyse sur les formes d'organisation sociale, j'ai souvent comparé des formes d'expression artistique ou des œuvres d'art de réputation extrêmement inégales. J'ai rapproché Titien et les bandes dessinées. J'ai traité avec le même sérieux des musiques de films de Hollywood, des chansons rock et les œuvres de Beethoven ou de Mozart. Ces comparaisons sont d'autant plus fréquentes que la question de la réputation est justement au cœur de mon analyse. Aux lecteurs qui les trouveraient malvenus,
je me permettrai de rappeler que cette analyse est axée sur l'organisation sociale, pas sur l'esthétique. Cette démarche semble diamétralement opposée à la tradition dominante dans la sociologie de l'art, qui considère l'art comme quelque chose de plus spécifique, où la créativité affleure, où le caractère essentiel d'une société s'exprime de manière privilégiée à travers les œuvres de génie. La tradition dominante place l'artiste et l'œuvre d'art, et non le réseau de coopération, au centre de ces analyses de l'art comme phénomène social. Eu égard à cette différence, on sera peut-être fondé à dire que je n'ai pas fait ici de la sociologie de l'art, mais de la sociologie des professions appliquées au domaine artistique. Je ne m'élèverai pas contre cette présentation des choses. En fait, je n'ai pas contesté directement le point de vue plus traditionnel, sinon dans le dernier chapitre, et je n'ai fait qu'effleurer certains des sujets auxquels il s'attache plus particulièrement. Non pas parce que ceux-ci ne peuvent être traités dans les termes de la présente analyse, mais parce qu'ils ne se trouvent pas dans l'axe de ma démarche et occupent par conséquent une place secondaire dans ma réflexion. En outre, j'ai formulé ces problèmes en fonction de ce dont je désirais parler, de sorte que je n'ai pas pu les aborder de front. Je ne suis pas sûr que les deux types d'analyse soient incompatibles ou antinomiques. Il ne s'agit peut-être que de deux séries différentes de questions destinées à interroger les mêmes données empiriques. Bien entendu, je ne suis pas le premier à situer les arts dans cette perspective. Il existe déjà une solide tradition d'écrits relativistes, sceptiques et démocratiques sur les arts. L'exemple d'ethnomusicologues tels que Charles Seeger ou plus encore Klaus Wachmann a nourri ma réflexion et m'a indiqué la voie à suivre. Le livre de William Evans, Prints and Visual Communication, m'a incité à méditer sur plusieurs questions que j'aborde après lui et m'a fourni certains des instruments nécessaires à leur examen. L'analyse du monde de la peinture française au XIXe siècle, proposée par Harrison et Cynthia White, m'a fait entrevoir l'intérêt d'une étude portant sur tous les artistes d'une époque et non sur les seules personnalités célèbres. Ces ouvrages et d'autres auxquels j'ai fait de copieux emprunts donnent une idée de la tradition qui sous-tend cette entreprise. Il en va pour elle comme pour toutes les traditions. Ses pairs ne peuvent être tenus responsables de ce que des nombreux venus font en son nom. Monde de l'art et activité collective. J'avais pour règle d'être à ma table de travail chaque matin à 5h30 et j'avais pour autre règle de ne m'accorder aucune indulgence. Un vieux domestique était chargé de me réveiller et à qui je donnais une prime de 5 livres par an pour cette tâche, ne s'accordait aucune indulgence. Durant toutes ces années passées à Waltham Cross, il ne se présenta pas une seule fois en retard avec le café qu'il était chargé de m'apporter. Je suis bien obligé de penser que je lui dois ma réussite plus qu'à tout autre. En commençant à cette heure-là, je pouvais terminer mon travail d'écriture avant de m'habiller pour le petit déjeuner. Anthony Trollope, 1947. Si le romancier anglais plaisantait peut-être en rapportant ses faits, sa façon de se faire réveiller et de se faire porter du café n'en était pas moins indissociable de son mode de travail. Nul doute qu'il aurait pu se passer de café s'il avait fallu. Mais il n'a pas eu besoin de s'en passer. Nul doute que n'importe qui aurait pu remplir le rôle du domestique. Mais étant donné le mode de travail de Trollope, quelqu'un devait forcément le remplir. Tout travail artistique, de même que toute activité humaine, fait intervenir les activités conjuguées d'un certain nombre et souvent d'un grand nombre de personnes. L'œuvre d'art que nous voyons ou que nous entendons au bout du compte commence et continue à exister grâce à leur coopération. L'œuvre porte toujours des traces de cette coopération. Celle-ci peut revêtir une forme éphémère, mais devient souvent plus ou moins systématique, engendrant des structures d'activité collective que l'on peut appeler monde de l'art. L'existence de monde de l'art, comme la façon dont elle influe sur la production et la consommation des œuvres, invite à une approche sociologique des arts. Ce n'est pas là une démarche qui débouche sur des jugements esthétiques, même si beaucoup de sociologues de l'art se sont donné cette mission. Elle débouche en fait sur une meilleure appréhension de la complexité des réseaux coopératifs dont l'art procède, de la façon dont les activités de Trollope et de son domestique se coordonnent avec celles des imprimeurs, éditeurs, critiques, bibliothécaires et lecteurs dans le monde de la littérature victorienne, sur une meilleure appréhension
enfin des réseaux et des phénomènes résultants mis en jeu dans tous les arts. L'art comme activité, que l'on songe à toutes les activités qu'il faut mener à bien avant qu'une œuvre d'art prenne son aspect définitif. Pour qu'un orchestre symphonique donne un concert, par exemple, il a fallu inventer des instruments, les fabriquer et les conserver en bon état. Il a fallu mettre au point une notation et composer de la musique en utilisant cette notation. Des gens ont dû apprendre à jouer sur leurs instruments respectifs, la partition ainsi notée. Il a fallu trouver le temps et le lieu nécessaires aux répétitions, annoncer le programme de concert, organiser la publicité, vendre des places et attirer un public capable d'écouter, de comprendre peu ou prou et d'apprécier le concert. On pourrait dresser une liste comparable pour tous les arts du spectacle, moyennant quelques modifications mineures, les fournitures à la place des instruments, l'exposition à la place du concert. Cette liste vaut également pour les arts plastiques, et à condition de remplacer les fournitures par la langue et l'écriture, l'exposition par la publication pour les arts littéraires. La liste des choses à faire varie bien évidemment d'un moyen d'expression à l'autre, mais on peut énumérer à titre indicatif les différentes activités qui doivent être exercées. D'abord, quelqu'un doit avoir l'idée du genre d'œuvre qu'il s'agit de réaliser et de sa forme particulière. Cette idée, pour germer dans l'esprit de son auteur longtemps avant la réalisation effective de l'œuvre, où elle peut surgir dans le cours du travail. Elle peut être brillante, originale, pénétrante et émouvante, ou superficielle et banale, absolument impossible à distinguer de milliers d'autres idées conçues par d'autres personnes tout aussi dépourvues de talent et indifférentes à ce qu'elles font. La conception de l'idée peut exiger un effort et une concentration énorme, mais cette idée peut aussi s'offrir spontanément ou découler de l'application de recettes éprouvées. La qualité de l'œuvre n'est pas forcément liée à son mode de création. Les procédés de création artistique donnent tous de bons résultats avec certaines personnes et pas avec d'autres. Tous aboutissent à des œuvres dont la qualité va du meilleur au pire, quels que soient les critères retenus. Une fois conçue, l'idée doit être mise à exécution. La plupart des idées artistiques prennent une forme matérielle, film, peinture, sculpture, livre, ballet, bref, une chose que l'on peut voir, entendre, toucher. Même l'art conceptuel, qui prétend se réduire à des idées, prend la forme d'un texte dactylographié, d'un discours ou de photographie ou de l'une de quelconque de leurs combinaisons possibles. Certaines œuvres d'art sont exécutées par des moyens simples et si ordinaires en apparence que toute ou partie de la réalisation de l'œuvre ne soulève aucune difficulté pour personne. À première vue, il n'est pas très compliqué de faire imprimer ou photocopier des livres. D'autres œuvres réclament pour leur exécution un savoir-faire très particulier. Une idée musicale matérialisée par une partition doit être interprétée et cela exige une formation préalable, de la compétence et de la sensibilité. Une pièce de théâtre, une fois écrite, doit être jouée. Cela aussi exige une formation préalable, de la compétence et de la sensibilité. Il en va de même, en fait, pour l'impression des livres, mais on ne s'en rend pas toujours compte. Une autre activité est déterminante dans la production des œuvres d'art, la fabrication et la distribution des fournitures et du matériel nécessaire à la plupart des activités artistiques. Les instruments de musique, les peintures, les toiles, les chaussons de danse, les costumes, les caméras, la pellicule, toutes ces choses doivent être fabriquées et mises à la disposition de ceux qui les utilisent pour produire des œuvres d'art. La réalisation des œuvres d'art prend du temps. La fabrication des fournitures et du matériel en prend aussi. Ce temps doit être gagné sur d'autres activités. En règle générale, les artistes gagnent du temps sur la fabrication des fournitures en se procurant de l'argent par un moyen ou un autre et en l'utilisant pour acheter ce dont ils ont besoin. Le plus souvent, mais pas toujours, ils se procurent l'argent en diffusant leurs œuvres auprès du public en échange de quelques formes de paiement. Bien sûr, certaines sociétés et certaines activités artistiques ne s'insèrent pas dans les circuits d'une économie monétaire. Un organe gouvernemental peut allouer des crédits à des projets artistiques. Ailleurs, des personnes qui produisent des œuvres d'art peuvent les troquer contre ceux dont elles ont besoin ou alors elles peuvent consacrer à la production artistique le loisir que leur laissent leurs autres occupations. Leurs activités ordinaires peuvent encore conduire à une production qu'elles tiennent ou que nous tenons pour artistique, quand bien même leur travail ne relèverait pas officiellement de l'art. Ainsi, des femmes qui confectionnaient des kilts pour un usage familial, QUILTS. Quel que soit leur mode de production, les œuvres font l'objet d'une diffusion, laquelle procure les moyens matériels de réaliser d'autres œuvres. Il est encore des activités que l'on peut dire de renfort,
qui doivent intervenir à différents stades. Elle varie selon la discipline artistique et consiste par exemple à balayer la scène du théâtre et à apporter le café, à tendre ou maroufler des toiles et encadrer les peintures achevées, à préparer la copie et relire les épreuves d'un livre. Cette catégorie englobe toutes sortes d'activités techniques, la manipulation des machines utilisées pour l'exécution de l'œuvre, mais aussi des activités qui visent simplement à libérer les exécutants de tâches quotidiennes fastidieuses. Disons que c'est une catégorie résiduelle où nous rangerons toutes les activités difficiles à classer ailleurs. Une fois l'œuvre réalisée, il faut encore que quelqu'un y soit sensible, affectivement ou intellectuellement, y trouve quelque chose, l'apprécie en somme. C'est la vieille énigme. Si un arbre tombe dans la forêt et que personne ne l'entende, a-t-il fait du bruit? La solution tient dans une simple définition. Le phénomène qui nous occupe consiste dans la réalisation et l'appréciation de l'œuvre. Il ne se conçoit pas sans la présence d'un public qui réagit et porte une appréciation.